Le 1er janvier 2025, une décision unique dans le Sahel a brusquement renversé les repères agricoles du Burkina Faso, déclenchant une onde de choc régionale. Alors que la plupart des pays renforcent leurs liens commerciaux pour sécuriser leurs récoltes, Ibrahim Traoré choisit au contraire de fermer ses frontières aux semences et engrais étrangers, provoquant un paradoxe brutal entre quête de souveraineté et risque d'asphyxie agricole. Que signifie réellement ce pari pour un pays déjà fragilisé et pour ceux qui observent son évolution avec inquiétude? L'avenir pourrait basculer rapidement. La décision annoncée au début de l'année ouvre une séquence incertaine où chaque acteur du pays mesure déjà le poids des choix posés. La promesse centrale est simple. Si la transition réussit, le Burkina Faso pourrait, pour la première fois depuis des décennies, réduire sa vulnérabilité alimentaire et rééquilibrer un modèle économique largement dépendant des importations. Le bénéfice attendu, formulé par les membres du gouvernement, tient en une idée forte: sécuriser durablement la production locale, une aspiration souvent évoquée, mais rarement soutenue par des actes d'une telle ampleur. Pourtant, l'engagement comporte un coût immédiat que n'ignorent ni les ménages ni les producteurs. La hausse des prix, la tension sur l'approvisionnement et la pression grandissante sur les filières rurales. L'enjeu dépasse ainsi la seule politique agricole. Il touche à la cohésion sociale, à la stabilité des marchés et à la capacité d'un État à assumer une rupture stratégique sans provoquer un choc trop profond dans le quotidien des citoyens. Les observateurs régionaux scrutent également les signaux émis par les voisins du Sahel, conscients que toute inflexion pourrait soit renforcer un mouvement d'intégration, soit raviver d'anciennes rivalités économiques. Au cœur de cette tension se pose une question discrète mais persistante. La société burkinabé pourra-t-elle absorber le coût d'une telle transition avant d'en récolter les bénéfices? Les premières semaines ayant suivi la fermeture des frontières ont révélé une réalité inattendue. Selon les données communiquées par le ministère, la production nationale de riz et de maïs a progressé d'environ 10%, un résultat surprenant pour une mesure annoncée comme déstabilisatrice. Cette hausse précoce, néanmoins fragile, replace immédiatement Ibrahim Traoré au centre d'un pari dont les effets, positifs ou négatifs, se dévoilent plus vite que prévu. Ce mini-sursaut productif, que peu d'analystes avaient anticipé, répond partiellement à la question ouverte dans les premiers instants. Cette stratégie peut-elle réellement offrir au pays une marge d'autonomie sans provoquer une rupture sociale ingérable? Pourtant, ce signe encourageant n'efface ni les tensions urbaines, ni la méfiance d'une partie des acteurs économiques. Car si les premiers chiffres montrent une dynamique naissante dans les zones rurales, les marchés des grandes villes, eux, enregistrent déjà une augmentation d'environ 20 des prix alimentaires, révélant un déséquilibre immédiat entre les bénéfices annoncés et les coûts réels pour les ménages. Le contexte dans lequel cette décision a émergé explique en grande partie l'intensité des réactions. Le Burkina Faso dépend historiquement des importations agricoles, non seulement pour ses semences, mais aussi pour les intrants indispensables au cycle de culture. L'annonce du 1er janvier 2025 n'a donc pas simplement modifié une politique publique. Elle a interrompu une mécanique économique installée depuis des décennies. Les filières locales, déjà fragilisées par l'instabilité régionale, doivent désormais absorber en quelques mois ce que d'autres pays ont mis des années à restructurer. Les agriculteurs, bien que soutenus par un fonds nouvellement créé, se heurtent à des difficultés d'approvisionnement qui amplifient la pression sur les rendements. Le gouvernement insiste sur le caractère temporaire de cette phase, rappelant que le fonds de soutien patriotique aurait déjà mobilisé plus de 50 millions de dollars destinés aux formations, aux intrants locaux et aux infrastructures rurales. Sur la scène régionale, les effets de cette décision commencent également à se propager. Le Mali et le Niger, confrontés à leurs propres défis agricoles, observent de près l'évolution de la situation, tandis que certains partenaires internationaux expriment des inquiétudes
quant à la stabilité du Sahel. Les diplomates européens en particulier évoquent les risques d'un isolement croissant du pays, surtout si les tensions sociales venaient à s'intensifier. Mais pour une partie de la population, cette rupture assumée incarne aussi une forme de récupération économique. L'idée que le pays puisse enfin réorienter sa trajectoire sans subir la volatilité des marchés extérieurs. Ainsi, entre progrès mesurables et incertitudes persistantes, le Burkina Faso entre dans une séquence historique où chaque semaine redessine l'équilibre fragile entre résilience agricole, pression sociale et repositionnement géopolitique. Au milieu des tensions et des premiers ajustements, une figure se détache progressivement, celle du ministre de l'Agriculture, chargé d'expliquer, de rassurer et de coordonner une transition qui bouleverse toute l'architecture productive du pays. C'est lui qui, dès les premières semaines, a parcouru les zones rurales pour observer l'effet réel de la mesure et identifier les points de rupture susceptibles de fragiliser les récoltes. Ces interventions publiques, parfois techniques, parfois fermes, cherchent à maintenir un fragile fil de cohésion entre les attentes du gouvernement et les inquiétudes légitimes des producteurs. Dans les campagnes, les impacts se manifestent très vite sous la forme de rupture d'intrants, obligeant les agriculteurs à adapter leurs techniques, souvent dans l'urgence. Certains, habitués depuis des années à un approvisionnement régulier en semences importées, doivent réapprendre à travailler avec des variétés locales moins standardisées. D'autres, mieux organisés ou disposant de réseaux communautaires solides, réussissent à limiter les dégâts en mutualisant les ressources, une stratégie qui montre déjà que la transition ne touche pas toutes les régions de manière uniforme. Deux microcas, relayés par la presse locale, illustrent cette disparité. Un groupement de producteurs de maïs dans le centre-ouest parvient à stabiliser ses rendements grâce à une rotation accélérée des cultures, tandis qu'une coopérative du Nord peine à compenser la rareté des engrais, provoquant une chute anticipée de productivité. Dans les villes, en revanche, les effets sont plus visibles et plus immédiats. Les ménages constatent la hausse des prix, les commerçants ajustent leurs marges et les marchés deviennent des baromètres quotidiens de l'humeur sociale. Le ministre, conscient de cette pression, multiplie les annonces d'accompagnement, rappelant que les fonds mobilisés doivent encore atteindre l'ensemble des filières avant de produire un effet stabilisateur. Malgré ces signaux d'effort, une interrogation demeure. La société pourra-t-elle supporter cette transition assez longtemps pour en percevoir les bénéfices? Le déclencheur survient dès l'aube du 1er janvier 2025, lorsque le décret annonçant la fermeture totale des frontières aux semences et engrais étrangers entre officiellement en vigueur. L'information, d'abord perçue comme un simple ajustement technique par une partie du public, se transforme en rupture stratégique dès que les premières analyses commencent à circuler. Les réseaux agricoles, habitués à une dépendance structurelle aux intrants importés, saisissent immédiatement la portée du changement. Les commerçants, eux, flairent déjà les perturbations imminentes. Dans les heures qui suivent, la nouvelle se propage et les marchés locaux réagissent sans attendre. Certains prix montent, d'autres se figent, d'autres encore disparaissent des étals. Le pays entre dans une phase d'observation tendue où chaque acteur tente de deviner la suite. Quelques jours plus tard, le pic de tension commence à se former. Les producteurs ruraux, confrontés à des ruptures d'approvisionnement inattendues, doivent improviser des solutions temporaires. Certains se tournent vers les semences locales encore disponibles, mais en quantité insuffisante. D'autres entrent dans une période d'expérimentation forcée, modifiant leurs techniques de culture pour pallier l'absence d'engrais importés. Les coopératives agricoles, déjà fragilisées par les aléas climatiques, peinent à absorber la pression. Dans les villes, la réaction est immédiate. Les ménages, particulièrement ceux dépendant des produits de base, constatent une hausse rapide des prix. Cette hausse, estimée autour de 20%, devient, en quelques jours, un signal d'alarme pour les consommateurs, mais aussi pour les autorités. Les files d'attente devant certains points de vente se rallongent,
les commerçants tentant de justifier les fluctuations, et les tensions sociales grandissent. Les rumeurs circulent, les inquiétudes s'amplifient, et une partie de l'opinion commence à douter de la viabilité de la mesure. Dans ce contexte instable, la figure d'Ibrahim Traoré réapparaît au premier plan. Le président affirme publiquement que la décision est nécessaire pour reconstruire une souveraineté alimentaire durable. Ces déclarations, relayées par les médias nationaux, insistent sur la nécessité de rompre la dépendance au marché extérieur. Mais ces assurances, bien que fermes, ne suffisent, n'est-ce pas, à dissiper toutes les inquiétudes. Les manifestations qui éclatent dans certaines grandes villes traduisent en fait un malaise profond. Des groupes de jeunes descendent dans les rues pour dénoncer la hausse des prix, tandis que des syndicats agricoles interpellent les autorités sur la réalité des difficultés rencontrées dans les campagnes. Ces rassemblements, parfois spontanés, parfois organisés, témoignent d'un pays en pleine recomposition émotionnelle et politique. L'onde de choc s'étend ensuite à la sphère institutionnelle. Face à l'urgence, le gouvernement met en place le Fonds de soutien patriotique, destiné à renforcer les filières locales et aider les agriculteurs en difficulté. En quelques semaines, ce fonds accumule plus de 50 millions de dollars, financés en partie par la contribution de citoyens et d'entreprises. Cette mobilisation, inédite dans son ampleur, redonne un souffle à certains acteurs du secteur agricole. Mais elle ne suffit pas à stabiliser immédiatement la situation. Le pays traverse une zone grise, où les conséquences de court terme s'entrechoquent avec les promesses de long terme. Dans les villages, certains groupements agricoles parviennent à maintenir leur rendement grâce à des pratiques communautaires solidaires. Dans d'autres, au contraire, les pertes s'accumulent. Les tensions régionales, notamment avec les partenaires internationaux, ajoutent une couche supplémentaire d'incertitude. Les diplomates étrangers expriment leurs préoccupations, certains évoquant même des risques d'isolement. Pendant ce temps, une autre dynamique apparaît, celle d'un mouvement populaire cherchant à défendre la vision d'un modèle agricole autosuffisant. Parmi les partisans de la mesure, l'idée d'une rupture nécessaire avec les anciennes dépendances gagne en intensité. Les comparaisons avec d'autres pays comme la Chine ou l'Inde, cités comme exemples de transition réussie, deviennent des arguments répétés dans les débats publics. Cette polarisation transforme la scène nationale en un espace où chaque donnée, chaque rumeur, chaque décision administrative devient un levier de tension ou de mobilisation. Finalement, la ligne d'événements des premières semaines dessine un paysage complexe, un pays qui traverse une transition brutale, mais potentiellement porteuse, d'un nouveau modèle, un secteur agricole oscillant entre fragilité et résilience, et une société qui tente de comprendre si cette rupture est un sacrifice temporaire ou le début d'une transformation durable. La compréhension de la transition imposée par la fermeture des frontières ne peut s'établir qu'à travers l'examen précis des données disponibles. Le gouvernement affirme depuis plusieurs semaines que les signes de résilience observés dans certaines zones rurales ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat direct d'une réorientation accélérée des efforts productifs. Pour illustrer ce changement, les autorités mettent en avant l'augmentation d'environ 10% de la production nationale de riz et de maïs au cours des premiers mois de l'année. Cette hausse, bien que modeste par rapport aux besoins du pays, signale un premier déplacement du baseline, traditionnellement faible, vers une dynamique plus stable. L'explication avancée par les techniciens du ministère est simple. La mobilisation communautaire a compensé temporairement la dépendance importée. Une phrase qui résume l'ajustement rapide, engagé dans plusieurs régions agricoles. Pourtant, cette progression locale ne doit pas masquer les effets inverses observés dans les zones urbaines. Les ménages ont, en effet, subi une augmentation d'environ 20% des prix alimentaires. Un delta qui pèse lourd sur les budgets déjà fragilisés par l'instabilité économique du pays. Selon les analystes, cette inflation urbaine résulte d'une combinaison de facteurs: raréfaction des intrants, spéculation ponctuelle, déséquilibre entre zones de production et zones de consommation.
Les économistes du gouvernement rappellent régulièrement que cette hausse reflète un phénomène transitoire, mais ils reconnaissent que son impact immédiat fragilise la confiance sociale. L'explication avancée par un conseiller du ministère souligne ce point. L'offre agricole locale n'a pas encore compensé les flux d'importation stoppés, ce qui indique clairement que la crise d'ajustement n'a pas encore atteint son point d'équilibre. Dans ce paysage contrasté, une autre donnée essentielle attire l'attention. La capacité du fonds de soutien patriotique à mobiliser plus de 50 millions de dollars en quelques semaines. Cette somme, exceptionnellement élevée pour un pays dont les marges budgétaires sont limitées, constitue une ressource vitale pour maintenir la structure productive en état. Les autorités affirment que ces fonds permettront de financer des formations agricoles, des programmes d'amélioration des semences locales et des infrastructures de stockage. Selon un communiqué officiel, ce financement accélère la capacité de résilience agricole du pays. Une déclaration qui insiste sur la dimension stratégique du soutien financier. Les experts estiment que ces investissements représentent la première étape d'une transformation profonde du secteur agricole, même si leurs effets ne seront visibles qu'à moyen terme. Cette transition ne se limite pas aux mécanismes techniques. Elle implique également une recomposition politique et sociale. La décision d'Ibrahim Traoré de fermer les frontières, sans précédent dans l'histoire récente du pays, crée une tension permanente entre les promesses de souveraineté et les réalités économiques immédiates. Les défenseurs de la mesure affirment qu'elle offre une opportunité historique pour reconstruire un modèle de production autonome, tandis que les critiques insistent sur les risques de pénurie prolongée. Ce débat, alimenté par la publication régulière de données officielles, contribue à maintenir un climat d'incertitude, mais aussi de mobilisation. Il est important de noter que le déplacement du baseline agricole ne se traduit pas encore par une stabilisation complète du marché. Les enquêtes menées dans certains villages montrent que les producteurs qui ont accès aux formations et aux variétés locales améliorées enregistrent des rendements plus élevés que la moyenne nationale. Cependant, ceux qui dépendent encore des intrants importés subissent des pertes importantes. Cette divergence met en lumière un défi majeur. La capacité du pays à homogénéiser les progrès observés dans certaines régions. Le ministère reconnaît cette disparité dans un rapport interne qui note que la transition n'est pas uniforme et dépend fortement des ressources communautaires. Une déclaration qui souligne l'importance des structures locales dans la gestion de la crise. Les effets sociaux associés à ces mutations quantitatives sont visibles dans les marchés, les coopératives rurales et les réseaux de distribution. La hausse des prix influence directement les comportements de consommation, forçant certains ménages à réduire leurs achats, tandis que d'autres, mieux informés, adoptent des stratégies de substitution. Les commerçants adaptent leurs marges au jour le jour, créant une volatilité supplémentaire dans le circuit alimentaire. Cette instabilité, même si elle est attendue dans une phase de transition aussi brutale, teste la capacité du pays à absorber un choc économique sans basculer dans une crise systémique. La combinaison de ces chiffres, hausse de la production, inflation urbaine, mobilisation financière, trace une image claire. Le pays se trouve dans une phase d'ajustement où les deltas ne se compensent pas encore. Le processus engagé est profond, conflictuel et exigeant. Il repose sur une articulation entre volonté politique, adaptation des filières agricoles et soutien financier massif. Les prochains mois seront déterminants pour savoir si ces signaux précurseurs annoncent une stabilisation durable ou une intensification des tensions sociales. Deux positions s'opposent désormais avec une clarté grandissante, chacune s'appuyant sur des éléments concrets issus des premières semaines de transition. La première, défendue par les partisans de la mesure, repose sur l'idée que la dépendance aux importations agricoles constituait d'un risque structurel pour le pays. Selon eux, l'augmentation d'environ 10% de la production de riz et de maïs observée au début de l'année démontre que les filières locales
sont capables d'amorcer une dynamique de croissance dès lors qu'elles sont soutenues par des politiques publiques cohérentes. Les défenseurs de cette ligne estiment également que la mobilisation du Fonds de soutien patriotique, qui a réussi à réunir plus de 50 millions de dollars, constitue une preuve tangible de la volonté populaire et institutionnelle d'accompagner cette transformation. Pour eux, l'effort collectif, soutenu par un financement inédit, représente une occasion historique d'accélérer l'autonomie alimentaire du pays, même si les gains ne seront pleinement visibles qu'à moyen terme. En face, les critiques avancent une lecture radicalement différente. Ils soulignent que la fermeture des frontières a provoqué une hausse d'environ 20% des prix alimentaires dans les zones urbaines, créant une pression immédiate sur les ménages les plus vulnérables. Selon les économistes sceptiques, cette inflation rapide prouve que la transition manque de mécanismes d'amortissement et qu'elle risque d'exacerber les tensions sociales. Les experts rappellent également que les filières agricoles locales ne disposent pas encore de capacités suffisantes pour remplacer totalement les intrants importés. Dans les régions où les semences locales sont abondantes ou où les réseaux communautaires sont solides, les effets positifs sont perceptibles. Mais ailleurs, les pertes de productivité demeurent significatives. Pour ces observateurs, la politique actuelle ouvre la voie à une fragilisation prolongée du marché, dans un contexte régional déjà instable. Pour répondre à ces positions opposées, une lecture équilibrée doit s'appuyer sur les données disponibles et tenir compte des dynamiques. En cours, les chiffres montrent simultanément un frémissement productif dans les zones rurales et une inflation préoccupante dans les centres urbains. Cette coexistence de signaux contradictoires n'implique pas nécessairement l'échec ou la réussite immédiate de la mesure. Elle révèle surtout que le pays traverse une phase de réajustement profond, dans laquelle les deltas ne sont pas encore alignés. Les progrès observés dans certains groupements agricoles indiquent que les formations, les variétés locales et les pratiques communautaires peuvent produire des effets concrets. Toutefois, la persistance des pénuries et des tensions urbaines rappelle que cette transition doit être consolidée par une amélioration rapide des chaînes logistiques et par une répartition plus homogène des ressources. Ainsi, la confrontation entre ces deux visions ne se résume pas à un simple débat idéologique. Elle reflète les contradictions d'un pays engagé dans un processus long, où chaque avancée se heurte à une difficulté nouvelle. Les prochaines étapes dépendront de la capacité à lisser les déséquilibres actuels et à transformer les signaux encourageants en gains réels et durables pour l'ensemble de la population. Cette phrase s'impose au moment où la dynamique interne du pays croise de manière inattendue les réalités géopolitiques du Sahel. Alors que les tensions économiques s'intensifient, plusieurs signaux venus du Mali et du Niger révèlent que la décision prise par Ibrahim Traoré ne reste pas confinée aux frontières nationales. Elle commence à influencer les discussions agricoles et sécuritaires de tout l'axe sahélien. Dans certaines réunions régionales, des responsables évoquent désormais l'hypothèse d'une coordination plus étroite sur les intrants locaux, un geste encore timide, mais révélateur d'un changement d'orientation stratégique. Parallèlement, les diplomates européens multiplient les prises de contact pour mesurer l'ampleur réelle de la transition burkinabé. Les échanges demeurent prudents, parfois tendus, car les partenaires internationaux redoutent un effet domino susceptible de redistribuer les équilibres économiques dans une région déjà fragile. Cette crispation extérieure, ajoutée aux fluctuations internes, crée un point d'inflexion où l'avenir de la mesure dépend tout autant des capacités agricoles nationales que des réactions des États voisins. Les économistes locaux parlent d'un nœud sahélien, un moment où les choix d'un pays redessinent les attentes de plusieurs autres. Ce basculement géopolitique, inattendu à ce stade, modifie la lecture globale de la transition. Il montre que la question n'est plus seulement de savoir si l'économie nationale peut absorber le choc,
mais de comprendre comment cette décision s'inscrit désormais dans une recomposition plus large des rapports régionaux. Les effets dits de la transition apparaissent clairement à travers 4 groupes, touchés de manière inégale. Pour les ménages urbains, la hausse d'environ 20% des prix alimentaires pèse directement sur le quotidien. Ils adoptent des substitutions, limitent certaines dépenses et surveillent plus étroitement les marchés. Dans les zones rurales, certains groupements profitent de l'augmentation de 10% de la production de riz et de maïs, tandis que d'autres subissent des pénuries d'engrais et des rendements instables. Les jeunes, souvent actifs dans les secteurs informels, voient leurs marges se réduire, mais découvrent aussi des formations agricoles encouragées par les fonds publics, ouvrant des niches encore fragiles. Enfin, les voisins sahéliens observent attentivement l'évolution. Certains y voient un signal encourageant pour une résilience régionale. D'autres redoutent des perturbations supplémentaires. Au centre de ces trajectoires contrastées, la décision d'Ibrahim Traoré alimente discussions, espoirs et inquiétudes. À moyen terme, 3 trajectoires restent envisageables. Dans un scénario de base, l'ajustement agricole progresse lentement, stabilisant progressivement les prix tout en conservant certaines tensions. Le scénario optimiste suppose une consolidation plus rapide, rendements ruraux en hausse, meilleure distribution des fonds et premier signe d'une coordination régionale accrue. Le scénario sombre, lui, apparaît si les ruptures d'intrants persistent. Inflation durable au-dessus de 20%, pression sociale accrue et fragilisation des coopératives les plus vulnérables. Tous ces scénarios reposent sur un même principe. L'équilibre entre zones productrices et zones consommatrices reste déterminant. Sans cet équilibre, aucune trajectoire ne peut réellement se stabiliser. La situation actuelle touche différents publics de manière distincte. Certains lecteurs, intéressés par les dynamiques économiques africaines, y voient une expérience rare de réorientation stratégique. D'autres, plus sensibles aux réalités sociales, se focalisent sur les ménages confrontés à la hausse des prix ou sur les producteurs cherchant à ajuster leurs pratiques. Un troisième groupe adopte une lecture symbolique, celle d'un pays qui tente de reprendre le contrôle de sa trajectoire malgré les tensions. Quel que soit le point de vue, chacun y retrouve une question personnelle. Jusqu'où une société peut-elle aller pour défendre une part d'indépendance économique et politique? La transition exige une organisation claire autour de plusieurs axes. D'abord, renforcer les infrastructures agricoles pour réduire les pertes et fluidifier les flux entre zones rurales et centres urbains. Ensuite, accélérer la diffusion des semences locales à travers des centres de formation capables d'homogénéiser les pratiques. Un troisième axe concerne la coopération régionale, notamment avec le Mali et le Niger, afin de sécuriser les ressources logistiques critiques. Enfin, un soutien social ciblé demeure indispensable pour les ménages urbains vulnérables et les coopératives fragilisées. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré conserve le rôle d'assurer la cohérence stratégique de l'ensemble. Les images des premières manifestations, mêlées aux efforts des agriculteurs et des familles urbaines, constituent désormais la mémoire vivante d'une transition inattendue. Dans ce paysage, la présence d'Ibrahim Traoré devient un repère, mais c'est surtout l'endurance collective qui donne son sens à cette étape. À travers doutes et ajustements, une conviction demeure. Le courage partagé transforme une épreuve. Cette histoire ouvre un débat plus large. Comment une société accepte-t-elle les sacrifices nécessaires pour réduire sa dépendance? Les transitions de ce type dépassent les frontières et interrogent nos propres conceptions de souveraineté et de résilience. Partager, discuter, interroger les implications de cette démarche permet déjà d'élargir la réflexion collective. Et vous, que seriez-vous prêt à accepter pour gagner un peu d'autonomie ?